parti. Une fois n'est pas coutume, vous allez venir avec moi en micro embarqué pour aller à la ferme. C'est là que travaille Lina, qu'on va récupérer en voiture avant de nous diriger vers la ferme Suleiman. Yallah, je t'emmène. Il est bientôt 5h du matin. Pardon, il est bientôt 6h du matin. Et visiblement bien trop tôt pour moi qui n'ai pas encore les yeux en face des trous. Après, on va aller ensemble pour aller chercher de l'essence. J'aime bien Ramallah le matin parce qu'il n'y a personne. Yes. Allô, marhaba. Ici, il y a encore ce vieux métier qu'on n'a plus en France, les pompistes. Je lui dis que je veux 100 shekels d'essence. Ça fait une petite 30aine d'euros. Les shekels, c'est la monnaie ici. Le nouveau shekel israélien pour être exact. En Cisjordanie comme à Gaza d'ailleurs, on paie avec la monnaie israélienne. Il n'y a pas de monnaie propre à la Palestine. Un tout autre sujet qui mériterait qu'on s'y attarde, mais le pompiste a déjà terminé. Alors je règle, je le remercie. Islamo. Et c'est parti pour aller retrouver Lina. Pour la retrouver, on passe par le rond-point de l'horloge, la place aux 5 lions, le marché, et puis 1 ou 2 ronds-points de plus, et nous y voilà. Lina a la vingtaine. Elle dégage une sagesse qui n'a d'égal que sa prestance. Elle a de grandes boucles brunes et des yeux noirs perçants. Elle n'est pas très loquace. Trouver les mots, ça n'a jamais été très facile pour elle. Alors elle alterne parfois entre l'arabe et l'anglais. Et m'explique que sa manière à elle de s'exprimer, c'est par les arts. Je n'aime pas trop parler. Je peux pas trop parler. Je sais pas trop comment m'exprimer par la parole. Je préfère m'exprimer par le dessin. Donc, je dessine plutôt. J'ai tendance à plus m'exprimer en dessinant qu'en parlant, parce que je sais pas très bien comment utiliser les mots, même en arabe. Ce n'est pas une question de barrière de la langue. Aujourd'hui, et même si les mots c'est pas son truc, elle nous a invités dans la ferme dans laquelle elle travaille. Elle aussi, elle tenait à nous montrer. Et pourtant, vous allez voir que pour elle, l'impensable s'est tellement banalisé qu'elle en oublie presque de le mentionner. Mais pour le moment, on est en route. Alors entre 2 indications de quelle petite route prendre pour rejoindre la ferme, on parle de tout et de rien. Et puis, on arrive enfin à la ferme. Et on retrouve le petit chaton. This is Jamal. La mascotte du jour, Jamal. Un petit nuage blanc et gris aux grands yeux bleus qui gambade joyeusement dans une ferme. Ça pourrait avoir des allures de petite maison dans la prairie. Là, Jamal. Il y a même les chants des oiseaux, de la terre sous nos chaussures, et Jamal qui nous suit de près. Avant de se mettre au travail sous un soleil de plomb, on va s'asseoir avec un café. Et Jamal, bien sûr, qui s'amuse avec la bonnette de mon micro. Jamal, bas. Et puis, Lina m'explique comment tout ça a commencé. Alors, la ferme. Donc il y a 2 hommes. En fait, ils cherchaient un petit terrain pour pouvoir lancer ce projet de ferme. Peu importe où, près de Ramallah, mais ils ne trouvaient pas. Ils n'avaient pas beaucoup d'argent pour lancer ce projet. Donc, le propriétaire de ce terrain leur a dit qu'il trouvait leur projet super, et donc il était prêt à leur donner pour qu'ils montent ce projet de ferme. Et c'est comme ça que ça s'est lancé, en 2016, il me semble. Et puis, après la période de Covid, ils ont commencé à s'étendre un peu plus, et on a réaménagé toute la parcelle au moment du corona. Et puis ça a continué à évoluer au fur et à mesure du temps. Je lui demande quand est-ce qu'elle a commencé à travailler ici. La sœur d'un ami m'a dit que quelqu'un travaillait ici et pensait à quitter la ferme pour essayer quelque chose de nouveau. Son dos lui faisait très mal et il cherchait quelqu'un pour le remplacer. Et moi, je n'étais jamais venue, je connaissais pas.
J'y suis allée, c'était en plein été au mois d'août. Et en fait, j'ai adoré la ferme. Je me suis tout de suite sentie bien. C'était il y a 1 an. Le mois prochain, ça fera 1 an. Je sens bien que c'est un endroit spécial pour elle. Et en effet, d'elle-même, elle m'explique qu'ici, elle se sent bien. Je ne sais pas, je suis juste tombée amoureuse de cette ferme et puis tout ce qu'elle représente. Pas tant cet endroit, mais plutôt l'idée de cultiver, de se connecter à la terre. Je me suis vraiment sentie bien, au point que je rêve beaucoup de cet endroit. Je suis toujours ici à faire des choses. Je travaille pas, je suis juste là. Je ne pense plus, je ne suis plus anxieuse d'une certaine manière. Je ne sais pas trop comment expliquer. Et comme si parler de tout ça était déjà une façon de s'épancher un peu trop pour elle, d'un coup, elle en revient à des sujets beaucoup plus pragmatiques et m'explique que dans le contexte actuel, ce n'est pas facile pour eux de se maintenir à flot, mais que la nature continue à leur offrir ses fruits pour les vendre. Les produits qu'on vend ne couvrent pas les frais de la ferme. Mais on vend un panier de 2 types pour 2 ou 4 personnes. Donc tu dois simplement t'inscrire sur un formulaire et puis on remplit les paniers en fonction de ce qu'on récolte. Souvent il y a des herbes et tout. Elle me dit aussi qu'ils ont essayé de produire du miel, mais que... En principe, les abeilles voyagent à différents endroits pour produire du miel. Mais ici, les abeilles ne bougent pas. Elle marque une pause, alors ça me laisse un peu trop de temps pour penser. Les abeilles devraient aller butiner partout, mais préfèrent rester à la ferme. Avec Lina, je le tourne en dérision en lui disant que je comprends. C'est quand même un bel endroit ici. Donc elles ne bougent pas, elles restent simplement ici. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser que même les abeilles, elles qui sont pourtant libres de voler partout où elles veulent, ne s'aventurent pas trop loin. Est-ce qu'elles savent ? Est-ce qu'elles sentent comme elles ont de la chance, elles, de pouvoir voler au-dessus de ces paysages, de survoler cette réalité ? Et alors que je me perds dans mes divagations, Lina me dit de tendre l'oreille. On entend un bruit. Vous l'entendez ? On dirait comme l'écho d'une chanson que je n'arrive pas à identifier mais qui ressemble à une sonnerie d'école. Une sorte de douce rappel à la réalité, cette fameuse réalité que vous commencez à bien connaître. Notre petite mascotte Jamal recherche toujours notre attention, mais les pensées sont ailleurs, tournées vers cette réalité à laquelle Lina, comme tous les autres agriculteurs et agricultrices en Cisjordanie, sont confrontés. Celle des colons israéliens qui s'installent illégalement en Cisjordanie. Et illégalement d'après le droit international. Mais ça, c'est dans l'épisode 4 qu'on en parle. Ici, à la ferme, on assiste aux conséquences directes, au point d'entendre cette sonnerie. Je ne suis pas certaine d'où ça provient exactement, mais d'habitude c'est le kibboutz ici qui joue de la musique toutes les heures. J'imagine que c'est pour savoir, je sais pas, peut-être quand est la prochaine classe, mais je suis pas sûre. Cette musique-là est nouvelle, c'est la première fois que je l'entends. Oui, on entend les bruits de construction parce qu'ils n'arrêtent jamais de construire. Et on entend ce bruit de fond qui se rapproche chaque jour, mais vraiment chaque jour. Chaque semaine, on l'entend d'un peu plus près. Elle m'explique que cette colonie illégale israélienne a toujours fait partie du décor pour elle. Mais sans vraiment en faire partie. C'est bizarre, ça se fond pas dans le paysage. Ce sont juste des bâtiments, avec des gens dans chacun des blocs, des familles. C'est bizarre de voir tout ça, et puis de voir des gens bouger là-bas, et nous on bouge ici, c'est juste... Elle s'interrompt. En effet, j'imagine comme c'est étrange et angoissant de savoir qu'elle peut les voir, de la même manière que ces colons peuvent la voir. Et puis soudain, elle se lève, et m'explique que parfois, ces colons viennent jusqu'ici. Il y a des escaliers juste en bas ici. Ils étaient assis sur ces escaliers. Viens, regarde, on peut les voir d'ici en fait. Tu vois là, les escaliers qui sont là-bas ? Les colons peuvent venir par ces escaliers, mais nous, on n'a pas le droit. Tu vois, ils sont juste là. Donc une fois, ils sont arrivés de là et ils ont commencé à tirer. En fait, ça arrive souvent qu'ils soient là-bas, à la grande porte. Ils sont debout et ils observent. Un jour, ils sont venus alors qu'on était là. 4 d'entre eux sont venus, ils ont inspecté la voiture. Ils sont restés environ une demi-heure à regarder autour, se rapprocher. Mais ils ont fini par partir. On repart s'asseoir pour continuer de siroter nos cafés aux côtés de Jamal qui continue de faire la java autour de nous et Lina, elle, continue d'enchaîner les histoires d'intimidation de ces colons comme si elle n'allait jamais tarir d'exemple à me donner.
Il n'y a pas très longtemps, mes collègues sont descendus un peu par là. Ça reste la ferme, c'est même entouré de petits grillages et ça appartient au père du propriétaire de cette ferme. Donc ils sont descendus pour rejoindre un caroubier. Ils étaient assis juste là avec un thé et puis ils ont vu 2 colons leur pointer leur arme dessus. Ils ne savaient pas quoi faire. Et puis l'une de mes collègues est montée sur l'arbre, elle l'a escaladé et puis elle a vu 2 soldats armés qui lui criaient « Partez, partez !» Et donc, quand ils ont commencé à partir pour s'éloigner, ils ont commencé à tirer. Ils ne tiraient pas dessus, ils tiraient à côté d'eux pour les effrayer et les faire fuir. Et ça s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis elle conclut, en me disant que... C'est quand même un peu effrayant. Parce que tu ne sais jamais ce qui pourrait arriver. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir à propos de la ferme. That's it. C'est tout. Nous pourrions en convenir que c'est déjà beaucoup pour une jeune femme dans sa vingtaine qui ne demande qu'à être en paix dans la nature pour cultiver des fruits et légumes. Mais surtout, en face de nous, il y a le mur. Ce mur dont on parle depuis le début de ce podcast et qui sépare la Cisjordanie du reste du territoire. Je trouve ahurissant qu'elle ne m'en parle pas. Alors je lui demande, est-ce qu'on finit par ne plus le voir, ce mur ? Si, je le vois tout le temps. Mais c'est dingue parce que depuis ce point où on est assise, on dirait qu'il est infini. On dirait qu'il n'a pas de fin. De là à là, il va tout le long et je ne sais pas vers où il va. On ne sait pas où il s'arrête. En tout cas, moi, je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est du carton, comme s'il pouvait s'effondrer à n'importe quel moment. C'est très fragile, mais bon, pas vraiment. Donc en fait, elle le voit bien, ce mur, mais elle vit avec, et avec tout ce qu'il implique. Mais Lina continue et insiste en disant qu'elle garde espoir. Mais honnêtement, j'ai toujours de l'espoir, j'y crois vraiment. On n'est pas encore arrivé à destination, mais on est sur le chemin pour y parvenir. Je crois vraiment qu'on est sur la bonne voie. Elle marque une pause, mais je vois bien qu'elle a quelque chose dans la tête. Je penche la tête pour l'interroger du regard et l'encourager à continuer. Et puis finalement, comme si c'était quelque chose qu'elle tenait à me dire depuis le début, elle ajoute. Pour moi, c'est comme une forme de résistance. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Parce que c'est vraiment beaucoup plus que simplement le travail, parce qu'on occupe la terre. On travaille la terre pour grandir. En un sens, c'est de la résistance. C'est nous qui avons initié ce projet, et ce n'est pas que à cause de l'occupation israélienne. C'est de la résistance en tant que telle. Et je pense aussi que les choses qu'on fait au quotidien, c'est aussi de la résistance. Ce n'est pas conditionné au fait qu'elle soit armée. Ou alors, comme si j'essayais d'écrire quelque chose pour expliquer aux gens. Non, c'est en interne. C'est de la résistance avec toi-même. Tu fais comme ça, tu vois des trucs et tu te connais toi-même. Ça te permet d'apprendre à te connaître toi-même. Donc travailler la terre non seulement comme manière d'être là, et puis aussi pour mieux se connaître soi-même. Et puis sans prévenir, elle finit par se lever. Apparemment, fin de la parenthèse, il faut s'y mettre avant que le soleil ne vienne pour nous assommer. On est chacune dans nos pensées, à la fois concentrée sur notre tâche et personnellement distraite par la discussion que nous venons d'avoir. Les bruits des colonies illégales israéliennes autour de nous n'ont pas l'air de la perturber autant que moi. Moi, je n'y connais rien en jardinage ou en agriculture, alors je me plie aux instructions de Lina. Ce jour-là, il faut couper les mauvaises herbes et puis arroser. Beaucoup arroser. Alors c'est pour moi l'occasion de vous parler d'un sujet capital ici, en Cisjordanie. L'eau. Derrière la question de l'eau, il y a plein d'enjeux. À commencer évidemment par l'accès à l'eau, pour notre consommation à nous humains, et pour la nature, comme dans le cas de la ferme où travaille Lina. Pour boire, pour manger, pour cultiver, bref. A-t-on vraiment besoin de rappeler à quel point l'eau c'est essentiel ? Et qui dit ressource essentielle dit aussi qu'il est essentiel d'en avoir le contrôle. Vous vous souvenez de Samy, mon ami aux allures de prof qu'on avait retrouvé sur sa terrasse dans les épisodes 3 et 4 ? Je me suis souvenu que c'était un des nombreux sujets que nous avions abordés.
Voici ce qu'il m'expliquait. La Cisjordanie, c'est une zone riche en eau. On a un nombre incalculable de collines partout. Donc quand la pluie tombe, elle est collectée dans les sols, et donc on a plein d'eau dans nos nappes phréatiques, mais on n'a pas le droit d'y accéder. En tant que Palestiniens, on n'a pas le droit d'utiliser nos propres ressources. On n'a pas le droit de creuser des puits dans nos terres. On peut creuser des puits d'eau nulle part. Même dans ton jardin, ce n'est pas autorisé. Si les autorités israéliennes s'en rendent compte, et c'est souvent ce qui arrive, ils vont venir avec un camion-citerne et du ciment et ils vont boucher le trou qui a été creusé pour le puits d'eau. Même pas besoin de lui demander s'il a déjà été témoin de la destruction de puits construits en Cisjordanie par des Palestiniens, qu'il enchaîne lui-même en m'expliquant que ça faisait même partie de son travail. Et il prend un exemple dans un village près de Tulkarem, une ville au nord-ouest de la Cisjordanie. Quand je travaillais pour des organisations humanitaires, je suivais ce genre de choses. J'ai visité beaucoup de puits que l'armée israélienne avait bouchés avec du ciment, alors même que le puits allait bientôt finir d'être construit. Par exemple, il y a un village où on s'était rendu près de Tulkarem, où ils avaient creusé un trou de 300 mètres dans le sol avec de grosses machines. Et pour faire ça, c'est long et ça coûte vraiment beaucoup d'argent. Ça peut coûter des millions. Ils avaient atteint la nappe phréatique, ils étaient sur le point de lancer l'approvisionnement en eau par ce puits pour les fermiers aux alentours, les autres villages en auraient profité aussi. Et l'armée israélienne, elle est simplement venue, a bouché le trou avec du ciment, ils ont volé la pompe, ils ont détruit le circuit électrique qui était relié à la pompe, et voilà. Et en faisant ça, ils ont simplement privé l'accès à l'eau par ce point qu'ils ont bouché. Et ça, ils le font partout, n'importe où. Alors comme toujours, c'est un sujet compliqué où il y aurait encore beaucoup d'autres informations à donner. Mais alors lesquelles seraient les plus pertinentes, lesquelles le seront assez pour vous marquer au point de les retenir? Vous l'aurez donc compris, il y a de l'eau en Cisjordanie. Donc pour les autorités israéliennes, prendre le contrôle des ressources en eau en Cisjordanie, c'est une chose au cœur de leurs intérêts depuis bien longtemps. L'interdiction de construire des infrastructures d'eau dont parle Samy, elle remonte à 1967, date à laquelle une ordonnance israélienne a été édictée et empêche les Palestiniens de construire ces infrastructures d'eau. Puis en 1995, avec la signature des accords d'Oslo II entre les Palestiniens et les Israéliens, où les autorités israéliennes se sont vues attribuer 80% de l'eau provenant de Cisjordanie. Forcément, ça a des conséquences directes sur la vie des Palestiniens et des Palestiniennes qui vivent en Cisjordanie, notamment en matière d'accès à l'eau. Et il y a un chiffre particulièrement marquant, 36% des Palestiniens de Cisjordanie n'ont pas accès à l'eau courante, contre 100% des colons israéliens illégalement installés en Cisjordanie. D'ailleurs, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question « Comment distinguer une colonie illégale israélienne d'un village palestinien en Cisjordanie ?» Alors oui, je sais, on dirait que ça n'a aucun rapport, mais vous allez voir que si. Moi qui prends parfois la route en Cisjordanie, je vous assure qu'il vaut mieux savoir pour éviter de se retrouver au mauvais endroit au mauvais moment. Eh bien, l'eau, c'est une manière de distinguer un village palestinien d'une colonie illégale israélienne. Pourquoi ? Parce que, comme je vous le disais, il est rare pour les Palestiniens d'avoir de l'eau courante. L'eau est distribuée seulement certains jours dans la semaine. Donc, sur 92% des toits des maisons palestiniennes, vous trouverez des citernes d'eau qui stockent l'eau quand elle arrive. Les colons illégaux, eux, ont l'eau courante, donc pas besoin de ces citernes. Donc, si sur la route, vous voyez un village avec des citernes d'eau sur les toits des maisons, c'est très probablement un village palestinien. On se retrouve donc dans des situations complètement impensables, où des colons illégalement installés en Cisjordanie profitent de la piscine près de chez eux, alors que les autres Palestiniens de Cisjordanie ont un accès restreint et contrôlé à une ressource aussi essentielle que vitale qu'est l'eau. Et on n'en est même pas arrivé à la partie la plus ubuesque. Si on résume à très gros traits, l'eau est en Cisjordanie, les Israéliens en ont le contrôle et les Palestiniens manquent d'eau. Alors comment font les Palestiniens pour avoir assez d'eau ? Donc ce que fait Israël, c'est qu'ils extraient l'eau en Cisjordanie et après ils nous la vendent. Et nous, on n'a pas d'autre choix que d'acheter cette eau, parce que sinon on ferait comment ? Donc ça veut dire que les Palestiniens achètent aux Israéliens de l'eau, qui vient pourtant de ce que le droit international considère être les territoires palestiniens, parce que les autorités israéliennes contrôlent l'eau et n'en distribuent pas assez et pas assez souvent comparé aux besoins de la population palestinienne de Cisjordanie. Évidemment, la restriction de l'accès à l'eau a des conséquences pour les agriculteurs palestiniens, comme Lina et la ferme agricole dans laquelle elle travaille, mais pas pour les colons israéliens, qui ont aussi des fermes, des champs, des vignes et de l'eau pour les cultiver à leur guise. D'où la nécessité de faire attention d'où viennent les produits dans nos supermarchés en France, parce que certains d'entre eux viennent de ces colonies illégales. Un autre sujet qu'on creusera plus tard. Mais je crois que ça fait déjà pas mal d'informations. En tout cas, j'espère que vous avez compris l'enjeu qu'il y a autour de l'eau,
son contrôle par les autorités israéliennes et les disparités injustes que cela cause, une fois de plus, au détriment des Palestiniens et Palestiniennes. Le temps que je vous raconte tout ça, le soleil est monté rejoindre son zénith. Ça me change de mes journées sur mon ordinateur, mais le résultat est le même. J'ai le dos en compote. Mais on a presque terminé notre journée. Le soleil nous écrase de tous ses rayons. Il est l'heure de rentrer, prendre une douche et se reposer de cette longue journée. Enfin, pour Lina, parce que nous, on doit rejoindre quelqu'un d'autre. Parce qu'après tout ce que vous avez entendu dans ce podcast, peut-être que vous vous posez la même question que moi. Comment on fait ? Comment ils font les Palestiniens et les Palestiniennes pour endurer tout ça ? Si vous avez bien suivi, vous aurez donc compris que l'occupation est une réalité à laquelle tous les Palestiniens et Palestiniennes sont confrontés, de près ou de loin, et a fortiori ici en Cisjordanie, et que ça concerne tous les aspects de la vie. Manger, boire, cultiver, aimer, camper, rouler, se déplacer, tout. Alors j'ai posé la question, comment on fait pour vivre dans des conditions pareilles ? À quelqu'un dont la réponse était plus qu'intéressante. Yallah, je t'emmène. Merci beaucoup d'avoir écouté ce 8e épisode du podcast. Cet épisode ne fera pas exception aux remerciements que je tiens à adresser à toutes celles et ceux qui ont contribué. Karim et Ranim pour la musique de ce podcast, Sarah et Lise pour le joli visuel, Mewen comme co-créateur de ce podcast, Lina évidemment pour nous avoir partagé un peu de son quotidien à la ferme. Shukran jazilan. Dans les notes de cet épisode, vous pourrez retrouver toutes les sources si vous souhaitez approfondir le sujet. Et sachez que ce podcast est autoproduit et non monétisé. Donc si vous voulez soutenir ce travail, le mieux que vous puissiez faire, vous le savez déjà, c'est d'en parler autour de vous. Le partager, mettre des étoiles, des likes, tout ça, vous connaissez la chanson. On compte sur le bouche à oreille, alors maintenant que vous nous avez prêté une oreille, vous savez ce qu'il vous reste à faire. À bientôt!